celle de l'Empire colonial français, il y a tout juste un siècle. Des images d'un autre monde, d'une autre époque, qui, il y a 100 ans, commencent tout juste à circuler. La France est alors à l'apogée de son ère coloniale. Un empire exceptionnel par sa taille, conquis bien souvent par la force et dirigé par la contrainte. L'Empire va atteindre sa plus grande superficie, plus de 10 millions de kilomètres carrés. L'Empire produit ce qu'on attendait de lui. Après avoir donné des hommes pour la guerre, il donne des produits, des minerais, des matières premières pour la métropole. C'est ça qui se passe à partir de 1920. On rentre dans 20 ans de ce qu'on a appelé l'apogée coloniale. Et les grandes expositions qui vont dès 1922 à Marseille, dès 1924 à Strasbourg ou à Bordeaux en 23, vont commencer à expliquer aux Français qu'ils sont une grande puissance. Car ils possèdent le second empire colonial au monde, avec une phrase que tous les enfants de France vont écouter dans les années 20. Le soleil ne se couche jamais sur l'empire colonial de la France. Nous avons décidé de nous plonger dans quelques-unes de ces photographies vieilles d'un siècle. D'abord pour comprendre ce qu'elles racontent, et puis aussi histoire d'ouvrir les yeux sur ce qu'il reste 100 ans plus tard de ses premiers regards sur le monde de l'outre-mer français. « 1914, le crépuscule s'abat sur la planète entière. La Grande Guerre et ses 10 millions de morts et 20 millions de blessés. Un cataclysme qui va laisser toute l'Europe à genoux. L'un des plus grands traumatismes de l'histoire de la planète, qui ne va pas épargner l'empire colonial français, malgré son isolement géographique. La Première Guerre mondiale est un moment de bascule fondamental pour la France. Il n'y a que 2 pays, en fait, qui ont fait appel à leurs colonies pendant la Première Guerre mondiale. La Grande-Bretagne et la France. Pourquoi? Pour un problème démographique. La France et l'Angleterre ne sont pas capables de rivaliser face à cette immense Allemagne avec ses populations à l'époque. Le déficit démographique est quasi du simple au double. Donc la solution, c'est de faire venir des dizaines, voire des centaines de milliers de combattants pour venir combattre l'Allemagne. La Première Guerre mondiale, c'est aussi la première vraie rencontre des colonies avec la métropole. 1 million d'hommes, tous issus de l'empire colonial, débarquent sur le sol français pour participer à l'effort de guerre. À partir de là, rien ne sera jamais plus comme avant. L'après-guerre sonne pour beaucoup comme un nouveau départ. Comme si certains survivants de 14-18 avaient besoin d'une thérapie pour se débarrasser des séquelles laissées sur les corps et sur les âmes par cette guerre interminable. Reprendre tout à zéro et partir à la recherche d'une nouvelle vie dans le vaste empire colonial français. C'est le western à la française. Nous sommes dans des territoires du western français. Tout est possible. Si tu veux échouer ta vie ici, tu la réussiras là-bas. Il y a un peu cette idée d'un grand ouest qui s'ouvre aux Français à l'époque. Partir à la conquête de l'Ouest, certains ne vont pas hésiter bien longtemps. D'autant plus qu'à l'Ouest, justement, il y a ce territoire presque vierge qui intrigue. Une terre de souffrance, c'est certain, mais pas seulement. La Guyane, c'est la 3e île dans l'imaginaire collectif. Elle se résume à une chose essentielle, le bagne, que Albert Londres va rendre mythique et célèbre après le célèbre reportage de 1923 où il va décrire l'inhumanité dans l'inhumanité. Personne ne veut immigrer en Guyane. On n'a pas envie d'aller en Guyane, sauf pour une raison, l'or. Parce que la Guyane est une terre riche. 10 000 orpailleurs et chercheurs d'or sont présents dans toute la Guyane.
On présente à l'époque la Guyane comme une terre qui doit receler des millions de richesses et de potentialités, mais c'est une terre de western. On n'a pas envie d'y être. L'arrivée du premier avion a fait l'objet d'une chanson en 1922 d'Edgar Nibul. Ce qu'il décrit dans ses paroles, c'est exactement ce que les pionniers ont réussi en Guyane, ce sont des vols intercommunaux. Et lorsque l'avion est arrivé pour la première fois à Cayenne, tout le monde était fasciné. D'ailleurs, toutes les affiches de propagande montrent les habitants de Cayenne, de Lénini, qui regardent cet objet céleste-là, probablement à l'époque non identifié. Ça devait être à l'instar d'un ovni, parce que les gens n'avaient pas de la culture aéronautique. C'est la photo d'un événement considérable pour la Guyane. Une véritable révolution qui va marquer à jamais l'histoire de l'aviation. 12 octobre 1919, la foule est rassemblée à Cayenne. Pour la première fois dans l'histoire de l'outre-mer français, une compagnie aérienne vient de faire un vol commercial. 2h30 à peine pour relier Saint-Laurent-du-Maroni à Cayenne avec 3 passagers à bord. La TAG, la compagnie des transports aériens guyanais, est née. Sur la droite, partie ouest, se trouvait la chambre de commerce, un magnifique bâtiment de style colonial, à 1 étage, fait en briques, qui a été détruit dans les années 1980-90. Là, nous arrivons exactement où se trouvait le slipway, donc la zone de, je dirais cette fois-ci, d'atterrissage de l'avion. Une fois qu'il avait améri, on pouvait le mettre en cale sèche sur le slipway et puis débarquer les marchandises dans de bonnes conditions. Pour la TAG, l'objectif, c'est une rivière lointaine, perdue dans la forêt amazonienne, à plus de 250 km au sud de Saint-Laurent-du-Maroni. Cette rivière, c'est l'Inini, un nom qui attire tous ceux que la fièvre de l'or a contaminés. Nous sommes au sortir de la Première Guerre mondiale, nous sommes en 1919. La Guyane a produit de l'or, pratiquement 10 tonnes d'or durant cette période par année. Et par conséquent, évidemment, les hommes d'affaires sont forcément au courant et ils se disent c'est peut-être l'occasion ou jamais d'investir en Guyane et d'aller capter une partie de la production d'or. Pour atteindre ce but, la TAG achète 6 hydravions, des surplus de la Première Guerre mondiale, amenés par bateau depuis la métropole. Mais pour piloter de tels engins, il faut des as. L'un d'entre eux s'appelle Pierre Réjon. J'ai découvert ce beau noir-là, c'est un beau mec, hein. Bel athlète, Réjon. Il était non seulement pilote, mais il était aussi mécanicien de bord. Il fait partie des 5 seuls pilotes noirs de la guerre 14-18 à avoir guerroyé, fait la guerre. Et donc c'est quelqu'un d'extraordinaire. Pour moi, ce sont des héros. Mais le 15 août 1920, l'aventure s'arrête brutalement pour Pierre Réjon. Son appareil se crache dans le fleuve Maroni, le tuant sur le coup. Un coup dur de plus pour la TAG, déjà plombée par de graves problèmes financiers. La toute jeune compagnie sera dissoute quelques mois plus tard, après seulement 3 années d'existence. Je pense que c'est le rendez-vous raté d'une épopée extraordinaire et en même temps, je dirais, un immense gâchis technologique, un immense gâchis culturel. Top 1388, donc on est actuellement à 800 pieds NH, donc 500 pieds sol. Ok, super. Et du coup on reste sur 250. Je rappelle vente arrière main droite 08 pour 257. Bien, faites un 600 roulant. Je vous rappelle dans 3 quarts d'heure pour un nouveau départ. Top 1388, on est à 30 petits chariots à moi. Ok, rappel à 40. 100 ans plus tard, rien n'a changé, ou presque. L'avion est toujours indispensable ici, et la Guyane est devenue une sorte de carrefour, au-dessus duquel un grand nombre de vols se croisent. On fait un petit tour de tableau. Lui, il est où? Il a déjà décollé, je l'ai vu en plus. D'accord. Et tu lui as dit de rappeler quand? Au polder. D'accord. Raccoon 36, son prochain appel, c'est quoi? C'est le dinotique.
À la tour de contrôle de Cayenne, on va s'occuper de 2 types d'espaces. D'abord, l'espace qui est dans le rond, là, qui s'appelle l'approche, la tour approche. Donc, on va préparer les descentes des avions, les montées. Et ensuite, on a un autre espace où on gère 2 types de contrôle. On va vérifier que tous les avions qui vont sur les petits terrains, les petites stations en Guyane, Maripasoula, Grand-Santi, Saint-Laurent, Saül, on va vérifier que tous les avions sont arrivés à destination. Et ce n'est pas tout. Chaque jour, plus d'une centaine d'avions survolent le territoire français d'Amazonie. On a du trafic qui vient par exemple des États-Unis vers l'Amérique du Sud, des États-Unis vers l'Afrique du Sud, ou encore de l'Europe. Le plus gros flux, c'est de l'Europe vers l'Amérique du Sud. Donc tout ça, c'est du survol. Ce ne sont pas des avions qui vont se poser chez nous. Et on va les croiser, vérifier qu'ils ne se rendent pas les uns dans les autres. Un terrain de jeu grand comme la moitié de l'Atlantique. Salut tout le monde! 2 fois l'espace aérien de la France métropolitaine. Le ciel guyanais est immense. Alors, je t'écoute, Val. T'es prête pour les éléments? Ouais. Ok, donc les moyens techniques. Le Québec pour la clôture sur Petit Saut. Je suis là de Québec, j'ai bien pris pour la clôture. Vous me rappelez au départ de Petit Saut? Non, le Québec. Des tout petits, si on veut se déplacer en Guyane, si on veut aller voir un petit peu ailleurs, on est obligé de prendre l'avion. Donc c'est vraiment quelque chose qui fait partie effectivement du quotidien. Les gens ils sont habitués à prendre l'avion, voilà, c'est quelque chose de commun. Air France 600, faites route directe kick-off, contactez Cayenne approche, 119 décimales 9, au revoir. Air France 600, direct kick-off. Ici, on est quand même une terre, c'est vrai, assez enclavée. Déjà, nous, vivant à Cayenne, c'est compliqué de se déplacer. Et pourtant, voilà, on est tout près de l'aéroport, donc prendre l'avion, c'est assez facile. Mais moi, je pense aussi aux autres Guyanais qui vivent à l'intérieur des terres, quoi. Quand on va vers Maripasoula ou encore plus à Saül, il n'y a pas de route, il n'y a pas de fleuve. L'avion, c'est vraiment le seul et unique moyen de se déplacer, d'avoir aussi un apport en matériel, en nourriture, en tout, quoi. Pour vivre, on a besoin aujourd'hui, en Guyane, d'avoir des avions. Les pionniers avaient vu juste il y a 100 ans. Sans avion, tout serait plus difficile pour la Guyane. Guillaume et Pascal l'ont bien compris. Ils font partie de ces pilotes expérimentés pour qui la Guyane vue du ciel n'a plus aucun secret. Des milliers d'heures de vol à eux deux et une admiration sans limite pour ces pionniers de la TAG qui ont ouvert la voie des airs il y a tout juste 100 ans. Regarde ça. Alors, qu'est-ce que tu nous amènes? J'ai trouvé ça. Alors... la glace, ça. Ouais, c'est pas tout jeune. Maroni. Pendant Saint-Laurent du Maroni. Vous voyez, la première ligne est reliée Cayenne à Saint-Laurent, Saint-Laurent-Inigny ensuite. Ouais. Et vue prise à bord d'un hydravion. Donc les gars volaient déjà il y a 100 ans dans ce coin-là. Et voilà la bête. Avec, mais par contre, c'est pas un breguet, ça. Il a l'air plus vieux qu'un breguet encore. Parce qu'après, ça a été des breguets qu'ils ont eu. Oui, tout à fait. Breguet 14. C'était la 3e version, je crois, des avions qui ont été achetés par la TAG vers 1920-1921. Nous, ce qui nous drive, on va dire, dans l'hydraviation, c'est la capacité d'atteindre 52 surfaces, 52 zones de posée en Guyane. Donc, qui sont toujours aussi mal desservies, qui sont souvent très enclavées, avec peu de moyens de communication, peu de moyens de détection radar. Il y a toujours un petit esprit aventurier quand même. Et il y a toujours ce sentiment de liberté, quoi. Quand tu mets la manette des gaz en avant et que tu décolles. Ouais, c'est beau, les clients en général qu'on fait voler, c'est le waouh tout de suite. Et même nous, au bout de tant d'heures de vol, on est... chaque fois que je décolle, c'est super, quoi. Ouais, on n'est jamais lassé. Pascal est pilote instructeur. Sa mission, apprendre aux autres à voler. Prendre les commandes d'un avion pour pouvoir contempler l'Amazonie depuis les airs.
y a une biche là. Ah, j'ai pas vu. Oh, super. Il y a une biche dans la flotte. C'était quelque chose que je voulais faire. Donc j'avais les moyens de le faire, l'endroit pour le faire, parce qu'il y avait encore de la place, il y avait personne qui faisait ça, enfin à titre professionnel. Puis ça a fonctionné. C'est comme beaucoup de choses en Guyane, à partir du moment où on met de l'énergie, ça fonctionne. Hein. Une énergie que Pascal consacre aussi à transmettre en donnant le goût de voler aux plus jeunes. Bonjour les enfants. C'est bon. Bienvenue à bord. Allez, vous pouvez descendre là tranquillement, droite et gauche. Alors c'est des enfants qui viennent faire une lecture avec un lien commun de l'aviation et des hydravions. Aujourd'hui, je vais vous demander d'imaginer que vous êtes un pilote ou un copilote et vous allez écrire un carnet de vol. On va s'imaginer aviateur, pilote, comme Saint-Exupéry ou comme les pilotes de l'aéropostale qui, il y a 100 ans, ont rallié Saint-Laurent à Cayenne en hydravion pour la première fois. Parce qu'en plus, vous allez chacun avoir la chance de voler. On tire sur le manche, il monte. On pousse sur le manche, il descend. D'accord ? Et après, de droite et de gauche, ça va nous permettre de faire tourner l'avion. C'est vrai que pour les enfants, c'est tellement magique de voler, d'être dans un hydravion. En plus, c'est presque le petit avion de Tintin, quoi. Donc, voilà, il y a le côté super sympa, quoi. Ok, allez, à cheval. Oui. Alors, c'est comment ton prénom ? Layana. Layana, c'est joli, ça. Je t'attache pour pas te perdre. Ça va ? T'as la pêche ? Ouais ? Oh là là, tu le sens un petit peu tendu, hein ? Tu vas voir, ça va être super. On y va. Allez, c'est parti. Pour le moment, ça navigue. Tu vas voir. 1, 2, 3. Hop. On vole. Après. Voilà. Quand le pilote démarre, le moteur, les hélices se mettent à tourner. Après, on peut sentir l'air sur le visage. Tu vois, Cayenne, c'est tout là-bas. Tu vois le pont ? Ça, c'est le pont du Larigot. Et là-bas, t'as toute la pointe de Cayenne. Moi, jeune pilote Lia, je suis montée dans un hydroavion et ai vu le paysage dans l'air. C'est magnifique. J'aime la grandeur de la forêt et l'horizon au loin, la beauté des villages vus du ciel. Il y a 100 ans, les pionniers de la TAG étaient les premiers à découvrir la Guyane vue du ciel. Un siècle plus tard, ces enfants perpétuent ce rêve. Un rêve de liberté, en somme. Cette même quête qui nous a traversé l'esprit en contemplant ces photographies centenaires. Mais le vaste empire colonial est incompatible avec la liberté. La politique est ainsi faite que le rêve n'a jamais sa place quand c'est la conquête qui s'exprime. Alors tant pis, retour à la réalité. En 1870, la France entre dans la Troisième République. Le temps de la conquête coloniale bat son plein, porté par quelques hommes politiques. Jules Ferry, Léon Gambetta. Tous vont se jeter dans une bataille pour construire et structurer la seconde puissance coloniale au monde, juste derrière les Britanniques. Qu'est-ce que vise par là l'État français ? Comme tous les empires, l'autonomie économique. Ce qu'on appelait le marché autarcique, c'est-à-dire un marché qui pourrait presque fonctionner sur lui-même. Le rêve idéal de ne pas dépendre des autres. C'est-à-dire je peux exporter mes produits manufacturés vers les colonies, donc ça fonctionne pour l'économie française métropolitaine, et je peux importer de ces territoires coloniaux qui me coûtent donc zéro, plutôt que d'importer des pays limitrophes de la France. Et la logique des économistes, des planificateurs, des technocrates de l'époque, c'est d'imaginer un empire idéal qui aurait pu rendre tout à fait autonome la métropole. La France se lance donc dans une planification méthodique, obsessionnelle même. Dans cette course à l'expansion économique
chaque territoire doit avoir sa propre utilité. Aux Antilles, c'est la canne à sucre qui attise toutes les convoitises. Mais cet or vert est menacé par un séisme qui pourrait bien tout remettre en cause. Peu de gens se sont posé la question de ce qui s'est passé après 1848, par exemple pour les vieilles colonies, Guadeloupe, Martinique, Réunion, avec l'abolition de l'esclavage. Ce qui s'est passé, c'est simple. C'est la fin de l'apport de nouveaux bras pour l'économie de ces îles. Les gens vont dire oui, mais les anciens esclaves allaient pouvoir travailler. Alors premièrement, les anciens esclaves sont dans des états de fatigue corporelle incapables de travailler, et pour les maîtres, ils ne correspondent pas à une main-d'œuvre jeune, productive. On les laisse à l'abandon, pour la plupart d'entre eux. Ils ne vont pas être recyclés dans l'économie coloniale. Donc on va chercher de nouveaux bras. Aux Antilles, par exemple, ça va faire naître l'engagisme. C'est quelque chose que peu de gens connaissent, qu'en fait d'aller chercher des travailleurs sous contrat, qui peut à peu près se retrouver dans des conditions sanitaires et de travail qui n'étaient pas loin de celles des esclaves, et qui en fait payaient leur voyage vers les îles avec un temps de travail obligatoire, 3 ans, 6 ans, 9 ans, pour les maîtres qui les avaient fait venir. L'une de ces communautés va bénéficier d'une des décisions les plus extraordinaires de l'histoire de la colonisation. Guadeloupe, 21 avril 1923, l'État français régularise toute la communauté indienne, sans exception. 43 000 Indiens au total, qui ce jour-là deviennent français. Une décision à l'origine de laquelle il y a 7 hommes. Photo d'Henri Sidon-Barrome et de sa femme. Photo d'Henri. Là, il doit avoir, dans les années 50, 51, il doit avoir pour le 80 ans, à peu près. Henri Sidon-Barrome, fils d'immigrés indiens. Ce nom va rester gravé à jamais dans les annales des droits civiques en Guadeloupe et dans tout l'outre-mer français. C'est l'une des plus connues parce que c'est une pose où elle a sa photo en son entier. Les autres on le montre un peu plus âgé, pratiquement vers les dernières années de sa vie. Henri Sidon-Barrome consacre une grande partie de sa vie à ce combat à l'issue incertaine. Permettre à sa propre communauté d'accéder enfin à la citoyenneté française, quelques dizaines d'années seulement après avoir émigré en Guadeloupe. Mais le combat de cet humaniste va même bien au-delà. Henri Sidon-Barrome, c'était l'un des plus grands défenseurs des droits civiques de l'époque pour les engagés indiens. Alors, il a été homme politique, mais pendant une courte période, 5 ans, 1897, 1900, 1902. Il a été un grand humaniste parce qu'il a été juge de paix après la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à sa mort en 1952. Donc, toutes les personnes qui avaient des soucis contre les grands propriétaires terriens, des problèmes avec l'État colonial ou les grandes administrations, venaient le voir. Et donc, durant toute sa vie, il s'est préoccupé des humbles, les personnes les plus démunies, les pauvres. Toute sa vie, il s'est défendu pour les opprimés. Le combat d'une vie, avec à la clé la victoire. Ce grand jour où ils sont tous devenus enfin français, les Indiens de Guadeloupe l'ont attendu près de 70 ans. Depuis que l'Aurélie, le tout premier bateau de migrants indiens, débarque 310 d'entre eux en Guadeloupe. Nous sommes à la veille de Noël 1854. L'Angleterre a proposé quelque part un deal à la France en lui disant « Bon, écoutez, vous arrêtez de faire venir des gens d'Afrique. En contrepartie, je vous donne l'autorisation de recruter des Indiens sur le territoire anglais de l'Inde. » Et l'histoire de l'immigration en Guadeloupe commence effectivement en 1854 avec ce bateau de l'Aurélie. Dans le sillage de l'Aurélie, des dizaines de milliers d'Indiens vont suivre le même chemin pendant toute la deuxième moitié du 19e siècle. Une gigantesque opération de recrutement de main-d'œuvre agricole indienne qui va s'étaler sur près de 35 années. C'était des gens qui avaient également un peu l'habitude de travailler sous l'autorité de quelqu'un, même en Inde. Donc, culturellement, de trouver un patron, j'allais dire, ça les dépaysait pas trop,
c'est le voyage qui les dépaysait. Et d'ailleurs, on retrouve ça un petit peu dans les propos des colos qui disent que, ma foi, les Indiens sont vraiment la meilleure main-d'œuvre qu'on ait jamais trouvée. Ils sont dociles, ils sont gentils, ils coûtent pas cher, etc., etc. Une aubaine pour l'État colonial français qui organise en Inde un recrutement méthodique selon les besoins des planteurs de canne à sucre de Guadeloupe. Le tout en partenariat avec le gouvernement britannique. Si on employait les mots d'aujourd'hui, on parlerait clairement d'une politique publique, parce que c'était une politique réglementée. Il y avait des arrêtés, des décrets, des lois qui réglementaient tout ça. Et c'était également une politique subventionnée. L'esclavage a été aboli, certes, mais les conditions de travail très dures dans les plantations n'ont pas beaucoup évolué. Seule nouveauté, les engagés indiens ont signé un contrat de travail avec l'administration coloniale. 5 ans au total, à l'issue desquels il existe une option de retour. Ça a très peu marché, singulièrement en Guadeloupe. Non pas que les Indiens qui sont restés voulaient rester, hein, mais c'est qu'il y avait toujours une bonne raison de ne pas les envoyer. Il n'y avait pas d'argent, ce n'était pas prévu au budget. Il y avait toujours une très bonne raison qui faisait que, bon, en fait, il y a eu en tout et pour tout moins de 10 000 retours. En devenant français, la plupart des Indiens sont donc restés en Guadeloupe. Madame patate là, c'est 1,50, nous mettez à 1 € le kilo. Donc à profiter en l'air, moi. C'est 2 €. Allez, on y va. Les tomates de saison, c'est maintenant 1 € le kilo. Et 6 générations plus tard, leurs descendants sont toujours là. Certains ont même conservé le métier de leurs ancêtres. Good morning. I am fine, my chérie. Ça fait plus de 30 ans que je suis à Bergevin, depuis que j'avais le permis en 87. Mon père a vu en moi que j'avais le potentiel parce qu'il m'emmenait sur les petits marchés et je voyais comment il exerçait. Et donc, depuis qu'il a arrêté la vente de légumes, il m'a tout laissé parce que j'avais 18 ans, j'avais de l'énergie. Et donc, j'ai gardé cette continuité-là avec mes clients. Et là, maintenant, ça paye. Bonjour. Voilà. Profitez, profitez. Tout ça qu'il a, c'est 1 €. Tous les légumes, sauf l'igname qui a 2,50. Tomates, 1 €, concombre, courgettes, patates douces. Comment la communauté indienne a-t-elle gardé ce contact avec la terre? C'est ce que nous avons cherché à savoir avec Gérard Kishnasamy, exploitant agricole de père en fils, depuis que le grand-père a quitté l'Inde natale pour immigrer en Guadeloupe. Nos ancêtres, quand on pense qu'ils ont pris 3 mois de navigation pour venir aux Antilles, et à l'époque des tempêtes, tout ça, donc je pense qu'ils ont fait un périple vraiment un truc dangereux. Heureusement, il y avait des survivants. Là, on ne peut que les remercier de là où on est, parce que franchement, faire cette traversée-là avec les grosses mers, l'Atlantique, l'océan Indien, et puis revenir sur les Antilles, donc c'est une fierté pour nous d'être là. Pour Gérard, un seul impératif, rester connecté à l'essentiel. Le travail, la connaissance et surtout l'amour de la terre. Une philosophie de vie que Marcel, le père de Gérard, cultive encore chaque jour dans ses champs à plus de 80 ans. Alors c'est lui le formateur, hein. C'est lui qui nous a tout montré, hein. Depuis le A jusqu'au Z. Et puis c'est lui qui nous a donné la passion du travail, l'amour de ce qu'on fait, la vente des légumes. Au niveau élevage, il n'y a pas photo, hein. Quand j'étais tout petit, mon père avait des animaux et c'est comme ça que j'ai appris à élever les animaux. Mon père même, lui, c'était un spécialiste en agriculture, à canne à sucre. Ils n'ont pas appris par les livres, ils ont appris au fil des années. Au fil des années, ils ont appris. Et quand ils sont arrivés aux Antilles, ils n'avaient pas le même climat, donc il fallait gérer le nouveau climat qu'on a ici. Une histoire de transmission, en somme, avec à l'origine de ce savoir-faire quelques agriculteurs arrachés il y a plus de 100 ans de leur campagne indienne. Je ne sais pas si c'est dans notre génétique, je ne le sais pas, mais l'amour qu'on donne à la terre
franchement, de voir comment la mère nourricière nous donne à manger, nous donne tout, parce que sans la terre, on n'aura rien. Quand des fois on fait des labours, on voit comment la terre elle est belle, là. Ça te dit tout de suite l'envie de travailler. Franchement, c'est que du bonheur de travailler dans cette terre-là. Voilà. Bienvenue chez les beaux-parents, Monsieur Gérard. Et puis le temps a passé. Les générations se sont succédées en Guadeloupe, participant au passage au métissage de la société guadeloupéenne. La maman de mon père, une indienne. Pure. Et son père, c'est un mulâtre. Parce que le grand-père, enfin le père de mon grand-père, c'était un mulâtre, avec des descendants bretons. On a un vrai métissage dans ma famille à moi. Et ensuite, en épousant Gérard, donc nous avons eu des enfants qui sont aussi métissés, mais je dirais que le métissage est moindre, puisque mes enfants, ils sont typés plus avec les cheveux plats, comme les Indiens. Mais alors, que reste-t-il de cette Inde lointaine, restée quasi inconnue pour la plupart de ces Guadeloupéens descendants d'Indiens? Quelques vagues souvenirs, une part d'imaginaire aussi. Bref, tous les ingrédients nécessaires à la recette d'une intégration réussie. Alors là, c'est un colombo de pilon de poulet. Donc hier, j'ai lavé, j'ai citronné, j'ai assaisonné et j'ai laissé mijoter toute la nuit au frais. Et ce matin, j'ai ajouté la pâte à colombo. Même le plat national antillais trouve ses origines dans la cuisine indienne du 19e siècle. Le colombo, débarqué tout droit du sous-continent il y a un siècle. Moi, mon grand-père paternel, j'ai vu qu'il est né en Inde en 1856. Et il est arrivé ici, je ne sais pas si c'est par l'Aurélie, mais il est arrivé ici. Et il a côtoyé une femme antillaise. Il a eu 3 enfants reconnus, mais il n'était pas marié à la bonne femme. Un garçon et 2 filles. C'était M. Séojor Boulaye. Boulaye. Les Indiens, ils étaient en minorité, ils sont arrivés, ils étaient en minorité en Guadeloupe. Ils se sont bien implantés ensuite, puisqu'il y en a certains qui sont partis faire des études. On sait que c'était pas évident, c'était pas facile. Et en revenant en Guadeloupe, on a vu qu'aujourd'hui, ce sont des hommes qui ont une influence importante, notamment au niveau de l'économie, avec des grands chefs d'entreprise. Si on est là aujourd'hui, c'est grâce à nos ancêtres. Je dis à ces gens-là, bravo, ils ont bien fait de choisir cette population-là. Et maintenant, on voit le résultat. Le résultat, il est là. Et il n'y a pas photo. C'est des vrais travailleurs. Qui veut du piment? Et voilà le chemin parcouru par la communauté d'origine indienne. 3 générations pour s'intégrer pleinement et affirmer sa fierté d'être guadeloupéen. Honneur à Henri Sinabarom, au nom de toutes les divinités qui sont venues en Guadeloupe accompagner ces engagés. Honneur à la lumière qu'Henri Sinabarom nous a emmenée et a fait de ces immigrés des Guadeloupéens, des Français, et qui ont tous les droits. Om Shri Guru Charana Saroji Laja Nijamane Mukure Sudar Barano Ragubar Bimala Jaso Jodaya. Nous sommes Guadeloupéens et nous ne sommes pas des Indiens vivant en Guadeloupe. Nous ne sommes pas des Africains vivant en Guadeloupe. Nous ne sommes pas des Européens vivant en Guadeloupe. Nous sommes des Guadeloupéens. Et peu importe qu'il y ait eu métissage ou pas, nous sommes des Guadeloupéens, nous sommes nés ici, nous avons cette culture-là, nous assumons le passé avec tout ce qu'il a été de positif, de négatif, et qui a donné la société qui existe aujourd'hui. Voilà.
Hanuman Gosari Kripar Karo Maharaj. Nous sommes d'ici. Une phrase qui prend tout son sens quand on regarde ces images qui défilent dans la pénombre sur ces clichés centenaires. Des regards, des attitudes qui revendiquent tous une appartenance, une fierté, une histoire. Mais pour la France colonisatrice, il n'y a là que des indigènes. Et le rouleau compresseur de la colonisation va se remettre en marche pour ramener tout le monde dans le droit chemin d'une prétendue civilisation. Dans l'univers colonial, le sport a une place essentielle. Si vous vous rappelez, le sport a été créé par des aristocrates britanniques pour jouer entre aristocrates britanniques et ne se mélanger pas avec les ouvriers. Les aristocrates britanniques et français sont en colonie exactement les mêmes. Le sport est le sport de l'élite. C'est un sport de blanc. Il va naître quelque chose d'incroyable dans les années 20. De ces clubs qui étaient extrêmement fermés aux indigènes, on commence à ouvrir ces clubs. D'abord, il va y même avoir des réglementations qui vont limiter le nombre d'indigènes dans les clubs. Il faut quand même vous en rendre compte. C'est quand même totalement hallucinant. Mais vouloir gagner est des fois plus fort que franchir la color line. Et vous allez voir à travers tout ce temps des années 20 et des années 30 émerger des clubs totalement indigènes, des clubs dits mixtes et encore des clubs blancs. Et donc, un club indigène qui affronte un club blanc, c'est la version réduite sur un terrain de sport de la guerre coloniale. Une véritable révolution, quand on sait que la théorie de l'infériorité des peuples colonisés circule encore largement à l'époque. Mais la brèche est ouverte, et les clubs sportifs vont se multiplier, en particulier en Martinique. Avec enfin une opportunité pour ceux qu'on appelle encore les indigènes, celle de se mesurer à armes égales aux colons blancs et pouvoir enfin les battre. Un siècle plus tard, la Martinique est devenue cette terre de champions, celle dont rêvaient tous les pionniers du sport qui, dans les années 20, se sont battus pour faire partie des premiers clubs qui venaient tout juste de voir le jour. C'est bon? Je pense que ça a été la petite sortie en vélocité, récupération. Un petit peu dur quand même, mais bon, ça va? Ok. Bon là, on va rentrer, mettre les sacs, se doucher. Et puis dans une demi-heure, on est prêt pour aller déjeuner. Ok? Pas de problème. Et puis cet après-midi, un petit coup de sieste après. Et puis on retourne rouler avec junior, senior. Et puis les jeunes vont rester vous reposer. C'est le premier jour de stage avec l'équipe HA Bike Events. Donc c'est un stage à but de cohésion, de sensibilisation aussi pour les gamins, de se retrouver ensemble, de profiter aussi des vacances scolaires pour qu'ils puissent découvrir autre chose. Et puis leur apprendre encore des petites notions du vélo et des perfectionnements. On met pas les deux jeunes ensemble, hein. Les deux petits jeunes, on les met pas ensemble, hein, les deux. Parce que... Vous êtes tout le temps ensemble déjà. Changez un petit peu. Moi, ce que j'aspire, c'est à ce que tous ils puissent réussir une carrière sportive. Malheureusement, la loi du sport, elle est comme elle est. Donc il y aura peut-être 2 ou 3 qui vont pas passer et qui vont passer à travers les mailles du filet. Donc le but, c'est voilà, de construire aussi le jeune adulte, le jeune homme, pour qu'il puisse découvrir autre chose et puis s'imprégner aussi du tissu local, quoi, parce qu'ils sont tellement immergés tout au long de l'année dans leur famille ou dans leurs habitudes. Et là, casser un petit peu ce train-train et puis être autonome, être indépendant et puis commencer à être des vrais petits adultes. Tous ces jeunes cyclistes sont venus profiter de l'expérience du champion martiniquais Hervé Arcade, avec l'espoir un jour de devenir professionnel. On vient d'arriver, donc là ce sera pas grand chose, là ce sera repos, on va passer la douche. Et cet après-midi on va commencer à travailler. Donc voilà, et puis au fur et à mesure des jours on verra comment ça va se passer, parce qu'il y a aussi les jeunes, donc on va pas tout faire avec eux. Donc il faudra aussi penser à eux, donc voilà.
C'est pas forcément des kilomètres qu'on est venu prendre, mais il y a aussi le savoir vivre ensemble, tout ça, la cohésion de groupe, parce qu'il y a certaines personnes que je connais. Maintenant, on connaît pas assez, donc voilà, et puis apprendre de nouveaux trucs. Quand je vois le potentiel qu'on a au pays, intrinsèquement, ces gamins-là, ils ont déjà ce potentiel physique. Mais ils ont des limites, limites financières, limites de contact, et du coup, ils se perdent en chemin, quoi. Donc moi, de façon très modeste, c'est être un petit peu le facilitateur pour que ces gamins puissent exploser au plus haut niveau s'ils y arrivent. Maintenant, si ça ne réussit pas, voilà, après, c'est aussi permettre à ces gamins-là de se dire, voilà, demain, je serai un jeune adulte, il faut que je sache que, bon, voilà, le vélo, il y a de la rigueur, il y a des règles, il faut que je les respecte, et ben, dans la vie de tous les jours, c'est pareil, quoi. Rouler pour se démarquer. Il y a un siècle, d'autres s'entraînaient pour obtenir la reconnaissance qui leur était refusée. Ceux qui, dans ces années sombres de la colonisation, savaient que le sport était l'unique chance d'accéder enfin aux plus hautes sphères de la société. Alors on va faire des relais, les gars, maintenant. On va mettre les mains en bas, casser un petit peu les coudes pour avoir une meilleure pénétration dans l'air, moins de résistance au vent. Et puis on va faire tourner tranquillement, bras libre, mais sans accès. OK ? Hervé, il garde pas son savoir pour lui, il est toujours là à transmettre. Donc franchement, c'est un chouette type, hein, c'est un chouette entraîneur et c'est un chouette gars aussi dans la vie de tous les jours. Donc franchement, quelqu'un qui est arrivé avec lui, il n'a pas à s'en plaindre. Casse un peu les coudes, Marvin. Voilà. Bon, ça a été ce matin? Ouais, ça va? C'est l'après-midi les plus anciens, là. Un stage, c'est ça. Comme je vous ai dit, hein, le but, c'est pas, étant donné qu'on est en pleine période de compétition, c'est pas de vous casser les ailes et puis surtout vous faire de la fatigue, créer de la fatigue. C'est simplement que vous preniez des habitudes pour que quand vous allez grandir et puis changer de catégorie, vous puissiez avoir des automatismes. C'est ça en stage. C'est un peu rébarbatif, mais c'est ça si on veut progresser. C'est je m'entraîne, je mange, je me repose. Je m'entraîne, je mange, je me repose. Les racines culturelles, les racines ethniques, ce sont déjà des athlètes à la base. Et puis après, la population antillo-guyanaise, c'est des amoureux du sport. Et après, quand il y en a qui peuvent pratiquer, je pense que, ethniquement parlant, génétiquement parlant, ben voilà, dès qu'ils arrivent à pratiquer un sport tel qu'il soit, ben ces valeurs ressortent. Et quand ils arrivent à trouver la discipline qui leur correspond, ben à ce moment-là, ils explosent complètement. Pour la Martinique, c'est une journée pas comme les autres qui débute. Une marque prestigieuse a décidé d'installer ses couleurs bien loin de chez elle. Voilà, au Toisillet, ici c'est Paris. Oh, applique-toi sur le contrôle. Oui, bien joué ça. Va au but. Allez, va au but. Oui, bien joué ça. OK. On va bien. Paris est désormais installé aux Antilles. Allez, ça joue. Ça joue. Le club de football PSG vient tout juste d'ouvrir son académie en Martinique. Avec une idée en tête, être aux premières loges pour repérer les futurs champions. On est là pour s'amuser aussi, il faut vraiment prendre plaisir, hein, les gars. Donc on se met pas de pression, on est vraiment no stress. Hein. OK? Ce que je demande, c'est beaucoup de concentration et surtout d'écouter ce que demandent les coachs. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, avec l'académie, on n'explique pas l'exercice 2 fois. On explique une seule fois. À la tête de l'académie, un ancien joueur professionnel de foot. Allez, on repart au milieu. Gary Bocali connaît parfaitement la valeur de ces très jeunes joueurs, parmi lesquels il pourrait bien déjà y avoir la star de demain. Allez, plus vite Neymar. Allez, allez. Lorenzo, on se déplace. Plus vite Neymar. Neymar. Allez. C'est son prénom, la maman qui ne connaît rien au foot. Elle a bien entendu ça à la télé.
comme elle nous disait, elle a trouvé ça beau, elle a appelé Neymar. Donc ouais, nous aussi à PSG Academy, on a notre Neymar. On sait en tout cas que les Antilles, c'est vraiment une terre de champions. C'est une terre qui a produit énormément de joueurs, de footballeurs professionnels. Bon, j'en fais partie aussi, donc je suis revenu justement pour pouvoir repartager ce que moi j'ai pu connaître. Cette académie permet aujourd'hui de pouvoir mieux former nos gamins. Et pourquoi pas aujourd'hui, s'il y a la chance d'avoir des gamins qui sortent du lot pour intégrer le centre de formation du PSG, du Paris Saint-Germain, ce serait vraiment un plus. C'est toi, là, dans ton équipe, tu es un des leaders techniques, d'accord? Donc je veux que tu aies une plus grande activité. OK? Ouais, passe-toi dans l'intervalle, on te donne à chaque fois les ballons. OK, allez, plus d'activité. Dans le lot, il y a un jeune prodige qui intéresse particulièrement le staff de la PSG Academy. Il s'appelle Florian, 15 ans à peine. Tous les ballons passent par lui, donc après techniquement il a cette habilité à garder, à voir les passes. Mais c'est vrai que sur les dépassements, il est un peu limite pour le moment. Mais il a bien progressé par rapport au début. Oui, non, c'est clair et net. À terre, allez, jouez bleu, allez, jouez, mouvement les gars, allez. C'est un gamin qui va sur ses 15 ans, il les a même pas encore. Et c'est vrai que quand on le regarde, si on le regarde sans ballon, on n'a pas l'impression que c'est un joueur de foot. Comme il est petit, il est un peu frêle. Mais c'est vrai que quand on le met dans le jeu, c'est un joueur super intelligent. Donc c'est un gamin qui a peut-être un coup d'avance des fois quand il a le ballon, et qui ne va pas faire l'effort de redemander encore par la suite. Et c'est là justement où on essaie de lui faire comprendre. Il a déjà compris énormément. Après, c'est quelque chose qu'il faut rabâcher tout le temps. Le but de cette académie aussi, c'est de pouvoir donner la chance aux enfants de rêver. C'est pas parce qu'on est sur une petite île qu'on la voit même pas sur la carte qu'on peut empêcher à tous ces enfants un jour de rêver qu'ils peuvent jouer un jour au Paris Saint-Germain. Le but, c'est de leur donner la chance de pouvoir rêver, de leur donner une certaine formation pour pouvoir y arriver. Parce que rêver, c'est quelque chose, y arriver, c'est autre chose. Gravir les échelons et se faire un nom pour s'offrir une ascension méritée dans la société. Au cours du siècle passé, de nombreux dirigeants politiques vont faire carrière en empruntant d'abord la voie du sport pour se faire une place parmi les élites. Le sport a été le premier espace de revendication politique. C'est pour ça que le sport va tant se développer, parce qu'il va devenir un espace pour fédérer, pour structurer, y compris la vie politique, pour pouvoir aussi accéder aux élites. Parce que quand vous apparteniez à un club de foot, vous rentriez dans une forme organisationnelle dans la société. Vous commenciez à reproduire aussi le modèle blanc. Donc les clubs sportifs vont se démultiplier. C'était un autre monde, une autre époque. C'était il y a 100 ans. Les hommes avaient imaginé le sport comme un véritable instrument de pouvoir. Mais tout ceci est resté bien loin derrière nous. Donc les garçons, on va faire un exercice qui est un peu spécifique lors d'une arrivée, le sprint, travailler ça. Donc vous serez en binôme, il y en aura un qui sera lanceur, un qui sera sprinter, et on va inverser les rôles, d'accord? Tout donner pour espérer pouvoir atteindre un jour les sommets du haut niveau. Et qui sait, peut-être s'échapper vers d'autres horizons. En Martinique, il y a beaucoup de jeunes qui ont du talent, qui peuvent réussir et tout. Sauf qu'il ne faut absolument pas rester ici, parce que la diversité n'est pas assez importante en fait. Le cyclisme, ça se passe en Europe. C'est là qu'il y a le niveau, c'est là qu'il y a toutes les courses internationales. Maintenant vous êtes à 4, donc partez un petit peu plus loin que le ponton, comme vous avez fait au niveau des pêcheurs. Et là, c'est chacun pour soi. Allez, allez! La colonisation n'avait vu dans le sport qu'un moyen de dominer, d'écraser les populations locales. C'était il y a seulement un siècle. Mais vu d'ici, ça ressemble plutôt à une éternité. Et c'est peut-être bien ce que ces photos provoquent sur nos yeux désormais habitués à l'obscurité. Elles finissent par brouiller la courbe du temps. Comme si tous nos repères, même les plus familiers, s'effaçaient devant ces regards venus du passé. Que peuvent bien refléter chacun de ces instants figés par l'objectif? Une réalité? Une mise en scène?
Tout cela semble bien trop beau, bien trop lisse. Toutes ces images sont tous des fantasmes. Elles fabriquent une non-réalité, une sorte d'immense mirage auquel les gens vont croire. Parce que d'abord, vous croyez ce que vous avez envie de croire quand c'est beau, et vous croyez en même temps que ces territoires à fantasmes fonctionnent. Nous sommes encore dans un temps où la morale chrétienne et catholique domine la société française, alors qu'aux colonies, c'est l'inverse. Ce fantasme incroyable traverse la société. On pense que ces femmes nues, lascives, attendent l'homme blanc qui va pouvoir venir conquérir les terres comme il conquiert les corps. Le fantasme absolu de la conquête sexuelle, une utopie érotique qu'un territoire en particulier va subir de plein fouet. C'est un mythe qui a traversé les époques, alimenté par cette imagerie centenaire. 1921, Lucien Gauthier, photographe français, rentre à Paris. Il vient de passer 17 ans en Polynésie. 17 années pendant lesquelles il va s'acharner à restituer le mythe d'un Éden paisible, d'une féminité fantasmée. Celui-là même sur lequel les premiers explorateurs de l'archipel s'étaient déjà fracassés. Ce mythe de la Vahéné, qui va avec le mythe de Tahiti, est né en Occident, en France, après le retour du navigateur Louis-Antoine de Bougainville et surtout la publication de son livre « Voyage autour du monde ». Il a développé ce qu'on connaît sous le nom de mythe de Tahiti, mythe de la Tahitienne, et tout ce qui s'ensuit de désagréable pour les femmes d'ici, depuis donc plus de 250 années, quoi. Dès son arrivée sur l'archipel à la fin du XVIIIe siècle, Bougainville associe immédiatement la Tahitienne à la déesse Vénus. Il la décrit comme l'incarnation d'un amour libre et innocent. Le tout dans une nature paradisiaque. De quoi enflammer l'imagination des Européens. Au moment où ils étaient là, les navigateurs, ils ne connaissaient pas la société polynésienne. C'est pas en passant quelques heures, quelques jours qu'ils pouvaient comprendre les gens qui y vivent, leurs pensées, comment ils concevaient le monde, leur langue. Donc, ils étaient dans l'ignorance complète. Ils n'avaient qu'une impression extérieure. Donc, c'est une grande ignorance, ouais. Vahiné, la femme en tahitien, tout simplement. Tout le reste n'est que légende de carte postale à 3 sous. Ce mythe, c'est quelque chose d'extérieur, d'étranger, d'occidental. Il y avait cette période où on a cru à ce mythe occidental. On croyait que ça concernait vraiment les femmes d'ici et que donc les femmes travaillaient à correspondre à cette représentation-là. Et puis il y a eu la période où on a été gêné parce que c'était une atteinte même à notre identité, à notre personnalité, à notre dignité de femme polynésienne. Donc. Et puis, il y a eu la période où on s'est insurgé contre cela. Ouais. Et puis, on a compris qu'il ne fallait pas s'y attarder parce que ce mythe-là ne nous concerne pas, ne nous appartient pas. Et pourtant, le mythe est tenace et totalement indissociable aujourd'hui encore du cliché du paradis polynésien. Le marketing touristique en particulier s'en est emparé parce qu'il permettrait de mieux vendre la carte postale polynésienne. Pour comprendre l'impact de ce mythe sur l'identité de la femme polynésienne, direction Papara, au sud-ouest de Papeete. C'est là que vit l'une des gardiennes de la tradition et de la culture de l'archipel polynésien. Yorana, bienvenue au centre culturel Arioi qui est situé à Papara. Harimai. Inatea Colombani est une spécialiste de la culture polynésienne. Son objectif, transmettre la passion qu'elle a pour son territoire à la jeune génération. Ce petit coin, ce spot, au fait, je l'aime beaucoup parce que c'est un peu notre atelier. C'est vraiment l'espace où on voulait transmettre. Et puis, pour nous, en fait, la culture, c'est plus on fait, plus on pratique, plus on transmet. Et donc, on voulait créer cet espace-là avec les enfants qui fréquentent le centre, mais aussi il y a des scolaires qui viennent au centre culturel. Là, il y a Moui.
Moi et mon chéri, on aime bien faire cette blague que c'est mon colocataire. Et au fait, le centre culturel, c'est grâce à lui. C'est grâce à ses mains. C'est lui qui a reconstruit le bâtiment. Et il faut savoir que le bâtiment, on l'a récupéré, il était en ruine. Et voilà, c'est toi le boss. Petite anecdote en France durant mes études. Pendant la pause, au fait, un gars, il vient, il m'aborde et il me dit « Ah, j'ai entendu dire à la présentation, enfin, quand tu t'es présentée, t'es tahitienne. » Puis bon, là, t'as la sauvage qui se met. Comme on dit sauvage chez nous, c'est vraiment étaoué, quoi. Enfin, c'est vraiment... pourquoi tu me parles, quoi? Donc là, j'avais ma capuche. Du coup, il faisait froid, donc j'avais relevé pour protéger. Je fais « Quoi? Pourquoi tu viens me parler ?» et là, il me fait « Ah, mais non, mais parce que Tahiti, ça fait rêver. » Et c'est vrai que là, je suis là « Ouais, et alors ?» Enfin, je comprenais pas le contexte. Mais en voyant son regard, c'est vrai que il voit autrement, finalement, la femme de Polynésie. Hein, et il était là « Ah oui, oh, mais je rêve d'aller sous les cocotiers avec les vainés. » Et puis on était là « Man, on va pas venir avec toi, quoi. » Et c'est vrai que ils se rendent pas compte que nous, il y a eu une évolution, il y a eu une éducation qui, je pense, fait que les vahinés d'aujourd'hui sont plutôt indépendants. De toute façon, les choses, elles ont changé déjà. Et où on comprend pas cette image-là, quoi, et on la veut pas, surtout. Quand j'étais adolescente, je voyais des cartes postales. C'était donc avec des pirogues sur l'eau, d'un ruisseau, enfin d'une rivière, ou bien sur la mer, avec une femme en paréo. Voilà. Donc les images que l'on connaît, quoi, Épinal. Et bon, je ne me posais pas de questions. J'ai dit, bon, c'est une représentation de la femme, alors peut-être c'est comme ça que nous sommes quelque part, mais pas dans ce que nous vivions, nous, au quotidien. Dans ce qui montre bien que ça ne correspond pas à la réalité. C'est une image surfaite. Voilà. On sent bien que ça vient répondre à l'attente des touristes, des gens extérieurs à la Polynésie. Comment se débarrasser de cette image tenace, celle du fantasme d'une sexualité libre, celle alimentée par un autre mythe, celui du bon sauvage, lui aussi inventé de toutes pièces par les premiers explorateurs, qui voyaient une sorte d'idéal chez ces peuples inconnus qui entretiennent un lien étroit avec la nature. Ça fait 4 ans qu'on vit sans électricité, parce qu'au fait, ça nous coûtait trop cher de faire installer l'électricité jusque là où on habite. Et on a décidé de tester une vie sans électricité. Et puis bon, ça fait 4 ans, je suis pas morte, tout va bien. On a des toilettes sèches. Et au fait, ça nous a permis d'être plus au contact de la nature. Et donc, de comprendre un peu mieux notre impact aussi sur la planète. Merci de m'accueillir chez toi. Mais oui, il y a bien. En plus, avec ce beau temps-là. Temps magnifique. Tu vas prendre le tutoa qui est là. Et on va aller en Indiana Jones. Je te suis. Fais attention, là, il y a un trou. Hein? Ok. C'est la première fois que tu fais du tapa. C'est la première fois. Donc d'abord, pour commencer, il faudra écorcer le tapa. Donc bien pelé, comme une carotte, en fait. Et tu vas jusqu'à la partie blanche. Hein? D'accord. Donc tu appuies fort et tu écorces. Tiens. Ok. Tu penses quoi de ce mythe de la vahinée? Parce que on m'a posé quelques questions sur ça. Et toi, c'est quoi ton avis de ça? Je pense que le mythe, ça fait son charme. Ça fait son charme et puis voilà, ça fait parler de nous. Mais voilà, encore une fois, c'est des croyances, mais je pense qu'il faut venir chez nous pour vivre en fait et voir, pour rencontrer quoi. Et pour rencontrer tout simplement. Moi, j'ai l'impression que cette image, c'est plutôt une image sexuée finalement de la femme tahitienne. Mais c'est marrant quoi qu'en 2020, il n'y a encore cette question-là. Quand je suis allée faire mes études en France, j'étais dans le TGV. Donc il y avait un monsieur là qui contrôlait comment ça s'appelle, qui check les tickets. Et elle dit mais vous venez de Tahiti? Il dit oui.
Elle dit, ah, mais vous pouvez me faire une danse? Oui, bien sûr. Ça m'agace. Ok, mais sinon, je viens arrêter. C'est ça. C'est comme ça que vous faites. Non, on leur apporte du soleil, en fait, dans leur grisaille. Enfin, moi, je verrais plus comme ça. Ouais. Mais j'étais là, ben non, mais moi, c'est mon rayon de soleil à moi, que j'ai pas forcément envie de partager là, maintenant, dans un TGV. Là, non. M'exhiber là, comme ça. Non, j'aime ma culture, mais pas... Voilà. Ouais, c'est le côté peut-être exhibition qui nous dérange. Parce que ben, ça fait aussi rappeler un peu les zoos humains, finalement, quoi, où c'était le bon sauvage qu'on rencontrait. Et je pense que ça nous dérange, ça, quoi. Une icône qui dérange, inventée il y a plus de 2 siècles et demi par des navigateurs occidentaux en mal d'exotisme. Comme si ces marins n'avaient pas réussi à ouvrir les yeux sur la richesse de ce territoire. Quelque part, la Polynésie n'amène pas de richesse dans l'imaginaire collectif. Ces richesses, ce sont ces populations, mais ces populations ne sont pas des populations utiles à la métropole. D'abord, ce sont des îles très lointaines, dont on sait très peu de choses. Certes, ça nous fait penser au paradis perdu à la Gauguin, ça nous fait penser à des mondes d'altérité très lointaines, mais ils ne rentrent pas dans une logique à caractère économique. La logique économique, celle qui a traversé les époques sans prendre une seule ride, celle qui commence tout juste à se mettre en place dans le début de ce XXe siècle, qui sera celui de la mondialisation des échanges, celle qui va provoquer dans certains territoires de l'outre-mer français une crise sans précédent. C'est une île oubliée par la métropole, une vieille colonie datant du XVIIe siècle qui a quasiment disparu, perdue dans l'immensité de la carte de l'empire colonial français. Résultat, au début du XXe siècle, la Réunion est dans un état proche de la féodalité. Pour la Réunion, la Première Guerre mondiale a été d'abord une demande d'hommes incroyable. 14 000 hommes sont partis au front. C'est énorme pour la petite île. Ça bouleverse totalement l'économie de l'île. Il y a une crise économique qui est liée au souci de l'économie sucrière. Il y a 8 cyclones qui ravagent l'île entre les années 1860 et 1880. Il y a un paludisme endémique, donc la population en fait vit très mal et très pauvre. Et ce n'est pas tout. Printemps 1919, la Réunion s'apprête à vivre une catastrophe sanitaire sans précédent. 3 mois de cauchemar absolu. L'épidémie de grippe espagnole, ramenée par les soldats de retour du front, frappe l'île. Un véritable cataclysme et une gigantesque panique dont la brutalité se résume en une seule photo. La grippe espagnole à La Réunion a fait 4 fois plus de morts que la guerre. Nous, on n'imagine pas. Mais si vous voulez comprendre, en ces temps de coronavirus et dans ces temps de grande angoisse médicale, ce qui se passe dans la plupart des territoires coloniaux, la guerre ramène la mort. Et pas simplement la mort d'un frère, d'un père ou d'un fils. Elle ramène la mort par la maladie. C'est une claque, un choc, une forme de brutalité du monde, une première mondialisation avant l'heure. D'autant plus que la Réunion souffre déjà énormément de sa situation géographique. À quelques centaines de kilomètres seulement à l'ouest des côtes réunionnaises, il y a cette gigantesque concurrente qui va l'écraser de tout son poids. Madagascar, conquise par les Français à la fin du XIXe siècle. Il faut essayer d'imaginer cette proximité entre la Réunion et Madagascar, et d'un seul coup, cette immense île, l'île Rouge, comme on l'appelait à l'époque, avec toutes ses richesses, réelles, hein, va totalement placer dans l'ombre la Réunion, qui n'apportait pas autant de richesses, qui n'avait pas autant de valeur pour la métropole. Madagascar, c'était beaucoup plus intéressant du fait de la présence de ce port stratégique très intéressant de Diego Suarez, au débouché du canal de Suez, donc ça va devenir aussi la route des pétroliers, hein, jusqu'aux années 70. Hein, c'est un des principaux points d'appui français dans l'océan Indien. Et la Réunion va se retrouver paupérisée, non pas simplement par le développement propre à l'île, mais parce que tous les investissements, l'intérêt de la métropole va se porter sur Madagascar. Qui est une île qui est plus de 200 fois plus importante que la Réunion, donc aussi avec un potentiel énorme, hein, en terres agricoles, on l'a dit, mais en ressources forestières, minières, en main-d'œuvre, hein, il y a 20 fois plus d'habitants. Et donc il va y avoir ce sentiment à la Réunion d'avoir été oublié par la métropole, oublié par la mère patrie, comme si d'une certaine manière les Réunionnais n'étaient pas reconnus dans l'imaginaire collectif. Ce cauchemar vieux d'un siècle n'est plus qu'un lointain souvenir pour les Réunionnais d'aujourd'hui. Un vague souvenir même
quand on voit ce qu'est devenue celle que toutes les brochures touristiques ont baptisée l'île intense, La Réunion, qui attire chaque année plus d'un demi-million de visiteurs. C'est une sorte d'ailleurs domestiqué. La Réunion, depuis les années 60-70, il y a un rattrapage, il y a beaucoup d'équipements sanitaires, etc. Et donc le tourisme, c'est quand même à remplacer la canne à sucre. Donc c'est un atout important. C'est un lieu qui ne repousse plus ses habitants. Le fait de revenir, voire de se réinstaller dans leur île, ça montre bien effectivement qu'on y est attaché, qu'on ne la fuit plus, ce qui pouvait être le cas dans le passé pour un certain nombre d'entre eux. Aurélie est née à La Réunion et a dû la quitter un jour, par obligation. Elle a passé 4 années en métropole, loin de chez elle, le temps de faire ses études. Et puis un jour, elle a décidé de rentrer à la maison, malgré toutes les difficultés qui l'attendaient. Pour trouver du travail à La Réunion, être créole, c'est pas forcément un avantage. Je dirais que ça dépend des branches. On a l'impression quand même qu'au jour d'aujourd'hui, on favorise les gens venant de l'extérieur, de métropole ou de l'étranger. C'est pas facile tous les jours. Il y a beaucoup de métropolitains qui viennent à La Réunion par rapport aux conditions de vie. Le soleil toute l'année, une indexation des salaires, vivre sous les tropiques. Ça n'a pas de prix. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent. Une île qui attire bien plus que les autres. Les chiffres le prouvent. En 40 ans, la population de La Réunion a doublé et l'île est devenue le territoire le plus peuplé de l'outre-mer français. Rappelez-moi votre nom. Aurélie est diététicienne. Elle a choisi d'aider ceux qui sont touchés par une maladie à adapter leur alimentation pour pouvoir vivre mieux. Une façon de se tourner vers les autres, ceux qui sont nés ici, comme elle. Qu'est-ce que vous connaissez un petit peu de ce diabète, du coup, au jour d'aujourd'hui? Pas grand-chose. La définition du diabète, c'est trop de sucre dans le sang. Voilà, c'est ça. Donc c'est hyperglycémie. Partir en métropole à ce moment-là, c'était, oui, quelque part une obligation, parce que si j'avais envie de faire mes études, elles n'existaient pas à La Réunion. Donc il fallait que je parte. Sinon, j'allais peut-être pointer au chômage ou devoir me réorienter sur une autre formation qui peut-être me plairait pas ici. Alors, je vous montre le corps humain, l'intérieur du corps humain. J'ai galéré à avoir un boulot. C'est pas, je vais dire, c'est un peu, ça court pas toutes les coins de rue. Hein. C'est pas évident. Je pense qu'aujourd'hui, j'aurais dû avoir un poste plus important, oui, forcément. J'ai 2 diplômes, donc au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas encore arrivée au niveau de mon diplôme, on va dire. Bonjour, je peux donner un petit paquet comme ça, s'il vous plaît? Oui, un joli, hein? Ça se donne, mettre dedans même. Il est plus touché. Je vais prendre celui-là. Hop. C'est bon? Merci. Bonne journée. Dans les choses importantes pour moi à revenir à La Réunion, c'était aussi cette diversité culturelle, cette diversité de couleurs de peau, de religion, de culture. Tout le monde est mélangé, tout le monde est ensemble, sans différence. Et il n'y a pas ce jugement. Il n'y a aucune religion meilleure que l'autre. On peut avoir une église à côté d'un temple chinois ou d'un temple musulman, peu importe. On est vraiment tous ensemble et il y a cette tolérance. C'est vraiment un exemple, je pense, quasiment unique dans le monde de vivre ensemble. Le vivre ensemble réunionnais serait un modèle du genre. De quoi renforcer le pouvoir d'attraction exceptionnel de l'île. Une immense bouffée d'air frais pour tous ceux qui ont choisi de s'installer ici. Hop, regarde, tu prends? Avant, on prenait ces petites fleurs, telles qu'à la paire. On faisait des colliers avec, ou des bracelets. Pourquoi je suis revenue ici à la Plaine des Caves, c'est vraiment, déjà, c'est nos racines en fait. Je sais pas comment expliquer ça, c'est tellement fort, c'est le folklore, c'est le paysage. Puis
puis ce qui nous manque aussi, c'était la famille, hein, faut pas se le cacher, hein, la famille. On était vraiment partis à la base tous les deux, on s'est agrandis entre-temps, mais c'est vraiment le manque de cet entourage et de ce paysage, ce petit monde un petit peu, comme tu disais tout à l'heure, un petit peu... oui, on est isolé et à la fois, on a tout, quoi. Tu entends? Non. Tu entends rien? Bah dis donc. Moi, j'entends les petits oiseaux. Écoute, 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 écoute. Là, on est à Paris. Là, c'est le premier Noël de Raphaël. Là, c'est le ski. Ça, on a l'impression que c'était loin. Ça fait loin. C'est une autre vie, ouais. Je sais pas. C'est cool aussi, oui, parce que c'était une autre histoire. C'est pas la même. Ça, on a l'impression que vraiment que c'était. Est-ce que j'ai envie encore de faire du ski? Oui, on aura l'occasion, j'espère, de refaire du ski. Où là, par exemple, on testait, on touchait, on expérimentait le froid, la neige, les boules de neige. Voilà là. Oui, papa, il faisait des bêtises. S'amuser. On joue? Oui. Papa. Le manque a commencé à vraiment être fort. C'est quand on a commencé à fêter les anniversaires de Raphaël. Donc là, on avait une photo où on appelait sur l'ordinateur notre famille par Skype. Ici, on peut voir. Voilà. Et on lui faisait souffler ses bougies devant papy, mamie pour qu'ils participent un peu malgré tout, malgré la distance finalement. Et même si c'était bien, ça nous rappelle qu'on était quand même un peu seuls en fait. Ça sera sûrement le cas aussi pour nos enfants. À un moment donné, ils me disaient « Maman, j'ai envie de devenir astronaute ». C'était ça le dernier métier. Je pense que astronaute à La Réunion, c'est un peu compliqué. Donc, à ce moment-là, moi, je me prépare déjà dans ma petite tête qu'il va falloir que je lui fasse ses valises. Hein, et qu'un jour, il partira. Et voilà la fin de l'histoire. Un voyage dans l'espace, en forme de rêve d'enfant, pour clore notre rêve à nous. Celui d'un voyage dans le temps. Celui qui nous poursuit au fur et à mesure que ces clichés se sont révélés sous nos yeux. L'envie de voir cet autre monde, complexe, torturé. Faire machine arrière d'un petit siècle seulement pour entendre enfin le son de ces voix surgies du passé nous conter leur histoire, leurs angoisses, leurs espoirs, leurs doutes. De l'épopée des pionniers du ciel guyanais à la victoire de la communauté indienne de Guadeloupe, du mythe de la beauté polynésienne à la descente aux enfers réunionnaise, sans oublier les origines de la terre de champions martiniquaise. Regardez enfin en face cette réalité vieille d'un siècle, figée en une fraction de seconde, sur papier glacé. Une rencontre entre deux époques, l'une martyrisée par l'enfer de la colonisation il y a tout juste 100 ans, et l'autre, la nôtre, avec ses progrès certes, mais aussi ses incertitudes. Car les séquelles de cette période trouble de l'histoire n'ont pas disparu avec le temps. Et ces photos sont là pour nous rappeler qu'un siècle, c'est finalement bien peu pour oublier.